À la une ce soir, le budget 2017 adopté par l'Assemblée nationale, il s'équilibre en recettes et en dépenses à 6 501,4 milliards de francs CFA. Un projet de loi rectificatif portant exonération des taxes et redevances à l'exportation du cacao a aussi été adopté. Législative 2016, la représentativité du genre, une question soulevée par la société civile. Seulement 344 femmes sont candidates face à 2454 hommes. Est-ce un manque d'initiative féminine ou un blocus de la gente masculine? Réponse tout à l'heure. Les soldats du feu sont confrontés à 3 principaux problèmes dans leur mission de secours: les fausses alertes, la destruction des bouches d'incendie et le blocage de certaines voies. Quand l'incivisme des populations devient un danger pour elles-mêmes, le dossier de ce 20h. 2 fosses communes découvertes dans le nord de l'Irak, ce qui porte à 29 le nombre de charniers mis à jour depuis que les forces anti-État islamique ont repris l'an dernier la ville de Sinjar, où se concentre la minorité yézidi persécutée par le groupe terroriste. Merci d'être des nôtres sur RTI 1 ce lundi 28 novembre. Bonsoir à tous. Le projet de budget 2017 a subi ce lundi l'analyse des députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Les 31 parlementaires présents sur 41 ont adopté à l'unanimité ce projet de budget. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 6 501,4 milliards de francs CFA. Noël Niagno. Le projet de budget des finances 2017 a reçu ce lundi l'onction des députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ils étaient 31 parlementaires présents sur les 41. La loi de finances 2017 s'équilibre en recettes et en dépenses à 6 501,4 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 5,4% par rapport au budget 2016. Priorité de ce budget 2017, les investissements consacrés à la réduction de la pauvreté. Si vous regardez le budget 2012 par exemple, les dépenses d'investissement représentaient moins de 20% du budget de l'État. Aujourd'hui, les dépenses d'investissement proposées dans le projet de budget 2017 représentent environ le tiers du budget de l'État. Les dépenses qu'on appelle par exemple les dépenses pro-pauvres, donc les dépenses en matière de réduction de la pauvreté, se chiffrent à 2216 milliards de francs CFA, en hausse de 10% par rapport à l'année 2016. Autre secteur ayant un impact sur la réduction de la pauvreté, les collectivités territoriales. Ici aussi, des efforts sont soulignés. En 2013 et 2017, le budget alloué aux collectivités territoriales a été augmenté de 50%. Est-ce que nous devons faire plus? Sûrement. Les prévisions de recettes sont fixées à plus de 3,343 milliards de francs CFA. Elles vont occasionner une pression fiscale de l'ordre de 16,8% et mobilisée à plus de 60% par les régies financières. Avant l'adoption de la loi de finances, les députés de la Commission ont validé la loi de rectification de l'ordonnance 2016-205 du 6 avril 2016, portant exonération de taxes et redevances à l'exportation du cacao, telle que ratifiée par la loi numéro 2014-853 du 22 décembre 2014. Une usine de transformateurs électriques vient de voir le jour en zone industrielle de Yopougon. Sa mission, permettre au pays de réduire de façon drastique ses importations de transformateurs électriques, un composant électrique haute tension essentiel dans l'exploitation des réseaux électriques. Alexis Ouedraogo. Adama Koné regarde avec émotion la médaille de l'Ordre du Mérite que vient de lui remettre le Premier ministre. Son exploit, la création d'une fabrique de transformateurs électriques, elle est la première de la sous-région ouest-africaine. Les transformateurs et puis les IACM. Sans les transformateurs, on ne peut pas avoir de l'électricité. Aujourd'hui, les transformateurs qui coûtent peut-être $2000 se retrouvent avec un transformateur de peut-être 1000 et quelques poussières euros. $2000, soit 1 million de francs CFA, qui passe aujourd'hui à 700 000 francs CFA pour un transfo made in Côte d'Ivoire. Un gain important pour les acteurs du secteur de l'électricité qui ont répondu présents ce lundi pour inaugurer l'usine. À leur tête, le chef du gouvernement. La politique d'expansion de Technotransfo est un signal fort, positif pour le gouvernement et un appel à tout le secteur privé national et étranger. Il s'agit pour vous, acteurs du secteur privé, de vous mobiliser pour la réalisation de tous ces projets porteurs.
Électrification rurale ou de groupes industriels, cette réalisation qui a bénéficié de l'expertise turque vient apporter du souffle au secteur de l'électricité et entend offrir une centaine d'emplois d'ici 2018. L'inauguration a d'ailleurs été l'occasion pour le Premier ministre de visiter les locaux et rappeler les facilités mises en œuvre par l'État pour encourager l'investissement en Côte d'Ivoire. Cap sur les législatives, ce soir, un gros plan sur la représentativité des femmes au scrutin du 18 décembre prochain. Les chiffres sont révélateurs, la révolution n'est pas pour cette année. Elles sont encore à la traîne, seulement 12%, soit 344 femmes sont candidates, titulaires ou suppléantes, contre plus de 2000 chez la gente masculine. Dans certaines circonscriptions électorales, on ne compte aucune candidature féminine. Sidonie Davila. Les femmes occupent 9,80% des sièges à l'Assemblée nationale, un chiffre assez parlant auquel elles tentent de donner une explication. L'analyse ressort 3 points. Le premier point, c'est la faible capacité des femmes en termes de connaissance de l'environnement juridique des élections et comment il faut organiser une campagne électorale pour qu'elle soit réussie. Le deuxième point, elles ont moins de ressources. Donc, de par cette situation, elles sont handicapées. Le troisième point, c'est une faible volonté politique. Les femmes, manifestement, sous-représentées au sein des assemblées élues, veulent accroître leur pourcentage avec une recette bien à elles. Ce sont des actions de plaidoyer auprès des autorités gouvernementales et auprès des différents partis politiques. Nous avons organisé des sessions de formation pour renforcer les capacités des femmes qui sont candidates. La faible représentativité des femmes est une situation assez frustrante pour elles dans la mesure où la gente féminine joue un rôle primordial dans le développement économique et social du pays. Les femmes dans l'arène politique ne veulent plus être en arrière-plan. Il est important d'encourager les femmes qui rentrent dans la politique en se portant candidates, de leur donner des conseils. Donc j'estime que c'est un bon départ pour les accompagner, pour les appuyer et surtout pour attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur la volonté et l'engagement des femmes ivoiriennes à occuper la place qui est la leur dans la vie socio-politique de leur pays. Pour les législatives 2016, 344, soit 12% de candidats titulaires et suppléants sont en lice pour briguer un siège à l'Assemblée nationale. Il faut changer un moment pour voir de quoi est capable la femme. Je me présente pour pouvoir porter la voix du Léboutou à l'Assemblée nationale. Pour l'épanouissement de la population, ma stratégie doit se baser sur l'approche participative. Vu les difficultés des parents dans le département, pourquoi ne pas être parmi les élus pour être aujourd'hui pour les défendre mieux à l'Assemblée et peut-être faire des propositions de loi par rapport à leur situation actuelle. En dépit de leur faible représentativité, les femmes sont convaincues de pouvoir changer la donne un jour. Dans la perspective d'une démocratie et d'un développement, elles attendent les encouragements de tous pour remporter ces législatives. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA réglemente la couverture médiatique de la période électorale. Les médias ont une obligation de donner un accès équitable à leurs antennes aux différents candidats. Sylvie Touré. Réunie en session ordinaire le jeudi 24 novembre 2016, la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a pris 3 décisions en vue de permettre aux médias audiovisuels de service public ainsi que ceux du secteur privé d'assurer la couverture de ces élections législatives. En ce qui concerne les médias audiovisuels de service public, à compter de la publication de la liste des candidats par la CEI, les médias audiovisuels de service public doivent veiller à un accès équitable à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques, ainsi qu'au respect des principes de pluralisme, des courants d'opinion et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. À compter de l'ouverture officielle de la campagne électorale, les médias audiovisuels des services publics doivent veiller dans la programmation des journaux, reportages, débats et émissions spéciales dédiées à la campagne au respect du principe de l'égalité d'accès
et de traitement à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées commerciales, dites à radio commerciales, durant la période de la campagne électorale, les radiodiffusions sonores privées commerciales, désireuses de couvrir la dite campagne, doivent veiller au respect du principe de l'accès équitable à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques dans les circonscriptions électorales dont elles assurent la couverture médiatique. En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites à radio de proximité, dans le cadre de la campagne électorale, la ACA autorise les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites à radio de proximité, à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la sensibilisation sur le scrutin et à relayer, y compris en synchrone, les émissions spéciales ou d'information diffusées sur les médias de service public. Ces radios demeurent cependant, conformément à la réglementation en vigueur, interdites de produire, de programmer et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la ACA tient à préciser que les médias audiovisuels dans leur ensemble ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante CEI. La ACA, pour une couverture médiatique réussie de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, tient au respect scrupuleux de cette décision. Voilà ce soir pour Cap sur les législatives. Vous aurez au quotidien dans cette lucarne des échos du scrutin à venir. Le pays est à pied d'œuvre pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions. Et la tenue d'élections crédibles et transparentes est un challenge pour un bon nombre de pays africains. Une charte a même été adoptée dans ce sens en 2007. Le bureau de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et l'ONG Alerte Internationale forment les étudiants et les professeurs d'université sur le sujet. Ibrahim Tunkara et Serge Colère. La CADEG, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, est un recueil de 53 articles adoptés en janvier 2007 par l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Dans une Afrique sans cesse en proie à des crises sociopolitiques, la Charte entend promouvoir notamment la démocratie, les droits de l'homme, les élections transparentes et la bonne gouvernance. Cette Charte africaine contient des valeurs en termes de démocratie, en termes de gouvernance et des valeurs en termes de gestion des élections dans un pays. Et pour nous, il est important que la Côte d'Ivoire qui sort d'une décennie de crise, il est important pour nous que nous puissions faire la promotion de cette charte-là. Pour les étudiants et enseignants présents à cet atelier, la charte est une espérance pour l'Afrique, un instrument dont il faut absolument s'approprier. En tant que juriste aussi, cela nous permettra de mieux approfondir nos connaissances pour mieux répondre aux questions concernant les droits de l'homme. Les questions électorales sont des questions épineuses sur le continent. Cette table ronde permettra de vulgariser les instruments, cet instrument novateur qu'est la charte africaine. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance a été signée le 11 juillet 2009 par la Côte d'Ivoire et ratifiée le 16 octobre 2013. Mais près de 10 ans après son adoption par l'Union africaine, plusieurs pays du continent restent plongés dans des crises sociopolitiques. Passation de charge ce lundi matin au ministère des Affaires étrangères. Le ministre sortant Albert Mabry-Touakeus a remis les dossiers en cours à son successeur. Le directeur de cabinet du président de la République, Marcel Amontano, prend officiellement les rênes de ce ministère, mais de façon intérimaire. Après 2 semaines de suspension, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo devait reprendre aujourd'hui, mais ce matin encore, elle ne s'est pas présentée. En revanche, ses avocats et le procureur général ont trouvé un accord. L'accusée sera présente à partir de demain grâce à une médiation du bâtonnier. Herman Guivet. Palais de justice d'Abidjan, reprise du procès Simone Gbagbo ce lundi. Presse nationale, presse internationale et autres curieux attendent dans les couloirs du palais de justice. Les portes de la salle d'audience s'ouvrent. Constat, Simone Gbagbo n'est pas présente. Ses avocats, eux, sont dans la salle. Une présence des avocats de la défense,
dont la Cour se réjouit. Depuis la décision de Mme Gbagbo et de ses avocats de ne pas comparaître, l'audience avait été renvoyée à la date d'aujourd'hui avec des avocats commis d'office. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a estimé qu'il était mieux que les avocats habituels de Mme Gbagbo puissent continuer de la défendre parce qu'ils connaissent mieux le dossier qu'ils suivent depuis 4 ans. Il a entrepris auprès de ses avocats et de moi-même une médiation pour les amener à changer de décision et à revenir à l'audience. Fort heureusement, cette médiation a abouti et comme vous le voyez ce matin, ces avocats sont là. Le président a renvoyé cette audience à demain pour qu'il propose un nouveau calendrier pour la suite de l'audience. Elle sera là demain puisque ces avocats sont là, ils vont lui demander de venir, elle sera là demain. Aujourd'hui, nous revenons grâce à la médiation du bâtonnier et considérer que plus aucune citation n'a été annulée. Ceux dont la Cour avait décidé de passer outre, elles ne passent plus outre ces personnes. Nous avons la possibilité, à partir de demain, conformément au calendrier, de citer tous les acteurs des faits sans exception. Une des requêtes formulées par la défense, la comparution des personnalités citées. Une disposition prévue par le Code pénal. Le Code prévoit la manière dont sont reçus le témoignage de certaines personnalités, des présidents d'institutions, les ministres et autres. Ça suppose d'abord que cette demande soit présentée en Conseil de ministres, que le Conseil de ministres donne son autorisation et que cette autorisation soit actée par un décret du président de la République pour que le ministre ou le président d'institution puisse comparaître. Il appartenait aux avocats de Mme Gbagbo qui savaient qu'ils voulaient faire citer ces personnes de prendre les dispositions depuis le début de cette assise, depuis mai, pour que ces différentes formalités soient accomplies. L'acte suivant de cette procédure judiciaire se tiendra ce mardi 29 novembre 2016. Également dans l'actualité judiciaire, la deuxième session de la Cour d'assises d'Abidjan pour l'année judiciaire 2015-2016 s'est ouverte ce matin. 10 affaires criminelles seront jugées au cours de ces assises, notamment l'assassinat pendant la crise post-électorale de Yves Lamblin, industriel ivoirien d'origine française. Issaïo. La deuxième session de la Cour d'assises d'Abidjan pour l'année judiciaire 2015-2016 ouverte. Une rentrée solennelle pour démontrer aux populations que la justice est à leur service. Cette deuxième session sera l'occasion de juger les grands crimes. La Cour d'assises aura l'occasion de situer les responsabilités et condamner les coupables. Bien entendu, ceux contre lesquels il n'y aura aucune charge retenue seront acquittés tout simplement. Mais la décision, bien entendu, vient de la Cour composée des jurés. Il y a donc un jury qui existe. Et donc, c'est toutes ces personnes-là qui auront la lourde charge, justement, de situer les responsabilités et de rendre un verdict. La justice est le régulateur de la vie en société. C'est pourquoi elle doit être rendue sans qu'une partie ne se sente lésée. Ce que nous attendons de cette justice, c'est qu'elle rende la justice. Non pas, comme je l'ai dit, une justice du prince. On ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Ni une justice, disons, d'un peuple qui crie vengeance. Ce n'est pas ça le but de la justice. C'est une justice corrective, sanctionner ceux qui ont fauté. Une équité bien perçue par le président de cette deuxième session. Votre présence témoigne de la confiance que vous placez en votre justice, en dépit de toutes les critiques et des récriminations infinies qui sont adressées à l'institution judiciaire et à ses animateurs par certains sceptiques. C'est pourquoi nous renouvelons notre engagement de tout mettre en œuvre pour que cette justice puisse répondre à vos attentes et vous donne encore plus satisfaction. Les assises se tiennent tous les 3 mois. Pour cette deuxième session, 10 affaires criminelles seront jugées, au nombre desquelles figure en bonne place l'affaire Yves Lamblin, cet industriel ivoirien d'origine française tué à l'hôtel Novotel pendant la crise post-électorale de 2011. À Bouna, dans le Bountkani, des affrontements entre forces de l'ordre et population civile ont récemment troublé la quiétude, mais les choses sont rentrées dans l'ordre. Le Conseil national de sécurité entre en scène pour éviter pareille situation à l'avenir.
En première ligne, la création d'un cadre permanent de dialogue socio-sécuritaire afin de rétablir la confiance entre les deux parties en conflit. Soro Corona. La réforme 13 du pilier sécurité nationale vise à rétablir et consolider le lien armée-nation et raffermir la confiance entre forces de sécurité et population civile. Cette réforme est désormais lancée à travers le pays. Le secrétariat du Conseil national de sécurité dirigé par Fidel Sarasoro sillonne le pays pour sensibiliser les populations sur cette nouvelle disposition sécuritaire. C'est la ville de Bouna qui a abrité la 4e étape de cette tournée. Pour rappel, la région du Boukani a connu ces derniers jours de nombreuses heurts opposant les forces de sécurité aux populations civiles. Conséquence, perte en vie humaine, destruction de commissariats, de gendarmerie et de biens publics et privés. Durant 2 jours, il a été question d'identifier les sources de méfiance entre la population et particulièrement la jeunesse et les forces de sécurité et renforcer la cohabitation pacifique entre les deux parties. Tout en saluant cette initiative et en remerciant le PNUD pour l'appui financier et technique, le préfet de la région du Boukani a invité la jeunesse à la retenue. Message bien perçu par les populations de Bouna. Un comité mixte civilo-militaire a été mis en place. Il aura pour mission de relayer l'information reçue à leur cible, identifier les besoins, un renforcement des capacités afin d'élaborer un plan et chronogramme d'action. Des compétitions sportives sont venues renforcer cette nouvelle alliance entre les forces de sécurité et les populations civiles dans la région du Boukani. Les régions du Poro et du Go sont les prochaines étapes de la tournée du secrétariat du Conseil national de sécurité. Rapprochement forces de l'ordre et population civile, également d'actualité dans la commune d'Abobo. Les fonctionnaires de police des commissariats du 13e et du 15e arrondissement ont rencontré les habitants de la commune. Les deux parties ont échangé, histoire de faire tomber les barrières et de créer la confiance mutuelle. À Boussanogo. La police nationale se rapproche de la population. Et ce forum organisé par la Direction générale de la police nationale a pour but de créer un cadre d'échange entre population et police et permettre aux communautés de poser toutes leurs préoccupations en matière de sécurité. Et il s'inscrit dans le projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire en Côte d'Ivoire. Projet qui veut contribuer au renforcement du contrat social entre la police et la population. Il faut aller dans les quartiers, il faut aller très proche de la population pour qu'ensemble on partage. Parce que souvent il y a des réalités que les gens ne vivent pas, mais plus on discute et ils sont au courant, ils ont l'information. C'est pour ça que nous sommes fait fort de venir ici jusqu'à Bobo. Un forum, ce n'est pas pour venir dire j'ai dit ceci, c'est moi qui ai ça. Non, on cherche des solutions ensemble. Et c'est cela qui est la raison d'être de ce forum. Sur le terrain de la Sogefia dans la commune d'Abobo, chefs de communauté, leaders d'associations de jeunesse et de femmes ont partagé leurs préoccupations avec le directeur général de la police nationale Bredoumbia. Préoccupations qui se résument essentiellement au phénomène des enfants en conflit avec la loi, communément appelé microbe. Nous avons souhaité avoir les autorités policières pour nous aider à régler ce problème. Il faut quand même qu'on propose des solutions à nos autorités policières pour qu'on puisse avancer. Le projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire a contribué à l'amélioration de la qualité des services de police dans les commissariats bénéficiaires. Il va permettre d'installer des bureaux d'accueil des victimes de violences basées sur le genre et des vulnérables au sein des commissariats et apporter un appui à la réforme du secteur de la sécurité. L'incivisme des populations, un obstacle à l'efficacité des sapeurs-pompiers militaires. Les soldats du feu sont confrontés à longueur de journée à de fausses alertes qui impliquent la mobilisation et le déplacement inutile de ressources humaines et matérielles. Et quand il s'agit de cas réels, soit les bouches d'incendie n'existent plus, ou bien ce sont les populations qui bloquent carrément le passage des véhicules d'intervention, pourtant venus à leur secours. Éric Goré nous propose ce soir un dossier sur le sujet. Le secours consiste à porter assistance à quelqu'un qui en exprime le besoin. Le secours peut être un acte individuel ou collectif. Cette tâche est dévolue en premier aux sapeurs-pompiers. En Côte d'Ivoire, les soldats du feu accomplissent-ils leur mission comme il se doit? Des populations se prononcent. Il ne vient pas rapidement, il prend du temps avant de venir. On a un collègue qui avait sa maison qui était en feu. Bon, nous appelons les sapeurs-pompiers en tout cas, mais ils ne sont pas vite venus.
Des retards qui sont très souvent causés par des actes d'incivisme de certaines personnes qui le font à dessein ou par ignorance. Ces actes rendent difficile l'intervention des sapeurs-pompiers militaires. Il ne se passe pas de jour sans que de fausses alertes ne soient signalées. Les amants, tu ne vois pas quelque chose, tu as téléphoné, que bon, il y a quelque chose ici, venez vite. Mais lorsqu'on n'a rien pour recouper les informations, nous nous déportons. Et nous, malheureusement, nous rencontrons que c'est des fausses alertes. Et oui, des personnes mettent à contribution les soldats du feu en inventant des événements malheureux. Suivez cette scène vécue la semaine dernière en compagnie des sapeurs-pompiers militaires de l'Indigné. Ils sont sollicités dans une école pour éteindre un incendie. Arrivés sur place, le décor est tout autre. À la vue des sapeurs-pompiers dans l'établissement, la panique est totale. Élèves, enseignants et parents d'élèves n'arrivent pas à comprendre. On constate qu'il y a une alerte, une fausse alerte, puisqu'il n'y a pas d'incendie. Les soldats du feu sont là et nous tous on est surpris de constater qu'il n'y a pas de feu. Je suis le premier surpris. J'ai travaillé jusqu'à 7 heures. Je suis sorti un peu pour me détendre. En revenant, je vois une foule. On m'appelle au téléphone pour dire qu'au bureau, il y a des pompiers. L'incivisme des populations conduit aussi à détruire des bouches d'incendie installées aux abords de certaines grandes surfaces et de certains établissements. Les bouches d'incendie. Ces instruments que nous voyons ça et là dans la ville, malheureusement, les populations ne savent pas à quoi ça sert. Donc, parfois, ces bouches sont vandalisées ou bien sont enfermées dans des constructions anarchiques ou bien dans les marchés. Et lorsque nous arrivons pour une intervention, le camion présent ici derrière moi a 3000 litres d'eau à son sein, mais en 3 minutes, les 3000 litres sont terminés. Alors que parfois, pour éteindre un incendie, il faut plusieurs heures. Donc ce sont ces bouches-là qui permettent de faire le relais et continuer l'extinction. Mais si elles sont vandalisées, forcément, au bout de 3 minutes, il n'y a plus d'eau. L'utilité des bouches d'incendie n'est toujours pas connue. Je n'ai jamais entendu parler de la bouche d'incendie et puis bon, je ne sais pas ce que c'est. Il faut une sensibilisation. Moi, personnellement, je ne savais rien de ça. À côté de cela, il y a des automobilistes qui ne cèdent pas le passage aux sapeurs-pompiers pendant les interventions. Ici en Côte d'Ivoire, l'incivisme est tel que laisser passer un engin de secours, vraiment, ça dérange les gens. Un fait reconnu par ces automobilistes eux-mêmes. À notre niveau, nous, on respecte tout ce qui est corps habillé. C'est-à-dire, quand on dit souvent voiture prioritaire, ambulance, des cortèges, quand on les voit ça, nous, à notre niveau, nous, on laisse la route. Les nouveaux qui sont dedans là, ils ne connaissent même pas. Les apprentis des bagages qui viennent de passer permis, qui sont ménagés par nous, qui gardent le nom. À ce sujet, le chef des sapeurs-pompiers invite les conducteurs à collaborer. Lorsque un engin de secours des sapeurs-pompiers met en route son gyrophare ou sa sirène, c'est qu'il est en intervention. La collaboration sincère des populations avec les sapeurs-pompiers pourra épargner plus de vies. Vivement que l'incivisme soit combattu afin de faciliter la tâche aux sapeurs-pompiers. Actualité internationale, dans le nord de l'Irak, 2 fosses communes ont été découvertes avec 9 corps chacune. Selon un responsable local, cette découverte porte à 29 le nombre de charniers mis à jour depuis que les forces anti-État islamique ont repris l'an dernier la ville de Sinjar, où se concentre la minorité yézidi persécutée par le groupe État islamique. Au total, au moins 1600 corps se trouveraient dans ces fosses communes. Ici en Côte d'Ivoire, à Bondoukou, dans le nord-est du pays, une journée a été consacrée au tourisme. Les populations locales en sont la cible principale. Il s'agit de leur donner le goût du tourisme. L'art manuel et culinaire de la région, des chants et danses du terroir ont été présentés. Franck Quadio nous fait découvrir ces attractions touristiques de Bondoukou. L'art de filer le coton, étirer les fils avec les kenillas traditionnels, ou encore pétrir la pâte d'argile, la retourner et en faire des pots et des ustensiles de cuisine divers et variés. Un pan de la culture du Zanzan et même du Bunkani mis en relief à cette première journée mondiale du tourisme décalée célébrée à Bondoukou.
la matière à exploiter et qui n'attendent que d'être mises en valeur. C'est cela que la politique du ministère du Tourisme de réhabiliter les sites viendra vraiment à point nommé dans la région du Gontogo. La Journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre dans le monde, puis officiellement à Daoukro en Côte d'Ivoire. L'étape de Bondoukou, décalée certes, a cependant son sens, en adéquation avec le thème mondial, promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Les tam-tams, les balafons, tout ça, on a revu ça aujourd'hui. Et ça nous a permis de rappeler certains attraits touristiques de la région qui étaient depuis quelque temps un peu en train de mourir. Des rites et vestiges touristiques à faire revivre donc, et Bondoukou en a les caractéristiques. 12 ethnies, donc 12 pratiques culturelles, l'artisanat et la gastronomie par exemple. La journée de tourisme à Bondoukou, un pas posé pour donner à la région son lustre touristique d'antan. L'enjeu est de redevenir la deuxième attraction touristique nationale après Grand Bassam. Voilà, bon appétit si vous êtes à table. Merci de votre attention. Retrouvez Ami Koulibaly à 23h pour un nouveau journal. Moi, je vous dis à demain, toujours sur RTI 1. La rédaction vous souhaite une très bonne soirée.